Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je pense que vous connaissez la chanson, je fais beaucoup de tops en ce moment, j'adore faire ça et aujourd'hui c'est un top que je voulais vraiment faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on va voir mon top 10 des films d'animation Pixar. Les studios Pixar c'est peut-être un de mes studios de ciné préférés. Il y a vraiment des putains de chefs-d'œuvre d'animation chez Pixar. Il y a en tout 22 films Pixar. J'ai vu les 22 et j'ai sélectionné les 10 que j'ai préférés pour vous faire ce petit classement. On commence donc, c'est parti. Petite précision avant de commencer la vidéo, évidemment il peut y avoir des spoilers sur plusieurs films que je présente aujourd'hui. Bref, vous êtes prévenus, bonne vidéo. En 10e place, le film Les Indestructibles 1. Alors Les Indestructibles, c'est un film assez vieux déjà dans l'histoire de Pixar. Bon, depuis il y a eu une suite mais je l'ai vraiment trouvé complètement nul. En revanche le premier film il est absolument mémorable, jamais de la vie on l'oubliera, c'est un très bon film d'animation. Le côté famille, super-héros c'est assez original, c'est clair que c'est plus destiné aux enfants, on verra jamais un film de super-héros familial comme ça. Par exemple dans le MCU, c'est pas possible. Le méchant, je me souviens plus du tout de son nom, mais je me souviens qu'il était excellent aussi. Voilà, c'était le mec avec sa crête là, je me souviens plus de son nom, je suis désolé. Malheureusement, je trouve qu'ils auraient pas dû faire une suite parce que la suite, je trouve, gâche un petit peu le premier film. Je pense s'ils avaient vraiment arrêté au premier film, ça aurait été parfait. Malheureusement, voilà. Le succès fait toujours qu'on fait des suites et ça casse tout. Transition toute trouvée, en 9e position, j'ai mis le premier opus de la trilogie Cars. Alors là vous allez me dire, ouais mais Cars c'est vraiment un film pour enfants, c'est vraiment un film pour gamins. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas les regarder en étant plus grand, plus vieux. Là c'est encore méga original, enfin du moins pour l'époque, parce que maintenant ça ne l'est plus forcément, mais faire de voitures des personnages à part entière, donc il n'y a même pas d'humain dans ces films. C'est vraiment super original et mine de rien, bah, c'est quelque chose d'assez cool d'avoir la vision de la vie chez une voiture, chez un objet. Mine de rien, bah, dans Toy Story c'est pareil, hein, ce sont des jouets. On remarque que ces voitures n'ont pas les mêmes problèmes que nous, hein. Nous on a un problème quand on se cogne le petit doigt de pied contre un pied de la petite table, et eux ils ont un problème quand leur moteur ne fonctionne plus, ce qui n'arrive jamais chez les humains. Et en plus ils ont réussi à créer une sorte de société chez les voitures. Ils ont créé différentes classes sociales. Par exemple Flash McQueen c'est une classe sociale assez élevée, c'est une voiture de course stylée et tout, donc on pourrait comparer ça à des riches chez les humains. Et après Flash McQueen est dans une sorte de casse, dans un hangar, je me souviens plus trop, avec des voitures beaucoup plus moches, beaucoup plus sales. On pourrait comparer ça aux pauvres de chez nous. Donc il a vraiment, enfin le créateur, je ne sais pas son nom, a vraiment créé différentes classes sociales pour des voitures, et c'est incroyable, c'est vraiment la civilisation humaine qu'il a recréée, mais dans des voitures, enfin c'est fou quand même. Après faut pas se voiler la face, hein, des voitures qui tombent amoureuses, qui deviennent amies, etc. Bon, c'est clairement pour enfants, c'est clair, c'est un film destiné aux enfants, mais personnellement voilà, je me considère plus comme un enfant. J'ai revu le film il y a pas très longtemps, et honnêtement j'adore toujours, enfin franchement Pixar c'est trop bien, c'est ça qui est bien aussi avec Pixar et avec Disney, et avec DreamWorks, et avec plein d'autres studios d'animation comme ça, c'est que peu importe l'âge qu'on a, ben, les films ont peut-être pas le même impact que la dernière fois qu'on l'a vu il y a plusieurs années, mais ça reste des films qui sont dédiés à tous les âges, à toute la famille, à tout le monde, et c'est ça qui est bien, c'est pas comme des films genre Pas de patrouille, où vraiment, quand t'as 4 ans, tu les regardes plus quoi. Retransition toute trouvée, en 8e place, j'ai mis le film Vice Versa. Alors Vice Versa, c'est également un synopsis extrêmement original, et je me souviens, j'étais le voir au cinéma, c'était il y a 4 ans déjà, non 5 ans. C'est l'histoire de 5 personnages qui représentent chacun une émotion, et ces 5 personnages habitent dans le cerveau d'une petite fille qui s'appelle Riley, et ils vont tout faire pour rendre Riley heureuse dans sa nouvelle maison, et bah, on voit que dans le cerveau de Riley, c'est un petit peu comme une sorte de ville, une sorte d'univers avec des personnages, avec des endroits qui servent à telle ou telle émotion dans la vraie vie. C'est un film où vous pouvez vous mettre à la place de n'importe quel personnage. Si vous êtes un enfant, vous pouvez vous mettre à la place de Riley. Si vous êtes un adulte, vous pouvez vous mettre à la place des parents de Riley, et même les parents, ils ont les petites émotions dans leur tête. Bon alors évidemment c'est fictif, ça se passe pas du tout comme ça dans notre cerveau à nous, mais ça reflète quand même pas mal la vraie vie. Par exemple le personnage de Tristesse veut des fois toujours prendre le dessus sur les émotions de Riley, et dans la vraie vie c'est comme ça. Quand vous êtes un petit peu triste, et ben des fois la tristesse prend un peu trop d'ampleur pour rien. Ben voilà, c'est comme dans le film en fait. Mention spéciale pour le personnage, bon j'ai encore oublié son nom, je suis désolé, de l'ami imaginaire de Riley qui meurt entre guillemets. Enfin c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'il meurt pas vraiment, comme Riley a complètement oublié cet ami imaginaire en grandissant. Ben, cet ami imaginaire disparaît complètement parce que Riley ne se souvient plus de lui, et comme ce personnage ne vit que
dans le cerveau de Riley, bah, le personnage disparaît, meurt, et c'est une scène super émouvante car ça montre déjà la mort d'un personnage et le fait qu'un autre personnage grandit. C'est une des scènes les plus émouvantes de tous les Pixar. À la 7ème place, le voyage d'Arlo. Le voyage d'Arlo, c'est l'histoire d'un dinosaure qui s'appelle Arlo. Il va essayer de se faire une place au sein de sa famille qui sont des dinosaures un peu plus évolués que lui. Lui, c'est un petit peu le petit de la famille et le moins féroce, on va dire. Et donc un jour, il va perdre son père et se perdre à l'autre bout du monde, enfin quand même pas, mais bon voilà. Il va faire la rencontre de Spot, un petit homme des cavernes qui ne parle pas, mais qui est trop mignon et trop marrant. Et de là va naître une amitié et Arlo va être totalement déterminé pour retrouver sa famille, évidemment sans son père puisque ce dernier est mort. Vraiment le film Pixar pour enfants, je crois c'est peut-être le film le plus enfantin, mais qu'importe, ça reste un superbe film, peut-être avec, oui c'est vrai, des clichés sur les clichés du film d'enfant, c'est-à-dire le personnage qui perd un membre de sa famille, qui rencontre un nouvel ami et ils vont combattre des ennemis ensemble. Plus le personnage principal, et d'ailleurs presque tous les personnages du film sont des dinosaures. Ça non plus c'est pas méga original, on a vu ça dans énormément de films. Mais je pense que ce qui fait la force de ce film, ce sont avant tout les personnages. Prenons par exemple le personnage de Arlo. Il est juste trop gentil, il est méga attachant, rien que sa voix et la détermination qu'il a pour retrouver sa famille tout au long du film, c'est juste, ça donne encore plus de crédibilité au personnage et à l'histoire. À la 6ème place, le monde de Dory. Alors le monde de Dory, je pense que vous le savez, c'est une sorte de suite au film Le Monde de Nemo. Dory va tout simplement être déterminée à elle aussi retrouver sa famille, à savoir ses deux parents qu'elle a perdus il y a pas mal d'années, sauf que comme elle est très amnésique, elle ne se souvient plus de où ils sont. Elle va faire appel à Marin et à Nemo pour l'aider. Alors moi déjà j'adore les films qui se déroulent dans l'océan et ce film là franchement déjà est magnifique, visuellement c'est magnifique, le fait que ça se déroule dans l'océan c'est déjà très cool. Bon pour ceux qui ont la phobie de la mer c'est peut-être pas le meilleur plan. Et voilà, moi je suis passionné par les fonds marins, par la vie sous-marine. Ce que j'adore dans ce film, et c'est aussi le cas dans Le Monde de Nemo, c'est que ils sont en galère tout le temps. C'est dès qu'il y a une galère qui commence et qu'ils arrivent à la terminer, il y en a une qui commence et ainsi de suite. Ça se termine, ça recommence, ça se termine, ça recommence. Et c'est comme ça tout le long du film et c'est juste génial parce que ça te retourne les nerfs, ça te retourne le cerveau, le cœur, ça te retourne tout. Et à chaque fois, t'as peur pour Dory, pour Nemo, et c'est trop bien quoi. C'est là qu'on se rend compte que les poissons, comparés aux humains, ils sont méga petits et pas du tout puissants et pas du tout imposants. Ils savent pas faire grand chose face aux humains. Ils sont toujours en galère à cause des humains en fait dans ce film quasiment. À la 5ème position, j'ai décidé de mettre le préquel du film Monstres et compagnie qui s'appelle Monstres Academy. Et je suis une des rares personnes sur Terre qui préfère Monstres Academy à Monstres et compagnie. Et là, le film est très coloré, très musical. J'adore le fait que ça se déroule dans une université avec des fraternités. Personnellement, j'habite en Belgique, donc les universités comme ça n'existe pas du tout. C'est juste trop marrant. Le fait qu'ils fassent des équipes, et ça, on revient au même problème, au même truc que pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Le synopsis de ces deux films porte sur quoi? Porte sur un tournoi avec plusieurs tâches. Et on suit en fait une équipe qui à la base n'a aucune chance, comme Harry qui n'a aucune chance à la base. Franchement, si t'enlèves le tournoi au film, le film est presque barbant, je vais dire. Mais ce qui fait la force du film, c'est ce fameux tournoi. Bon, j'ai bien aimé Monstres et compagnie aussi, hein, mais voilà, Monstres et compagnie, j'adore le début, j'adore la fin, mais au milieu, personnellement, je me fais un petit peu chier. 4ème position, le film Ratatouille. Alors Ratatouille, c'est un film Pixar qui est très connu, je pense que vous devez forcément le connaître, il est sorti en 2007. Donc il est très connu, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu, et franchement, c'est une erreur car c'est un excellent film. Il faut savoir que déjà, moi, je suis un grand fan de la ville de Paris, j'habite dans le sud de la Belgique. Autant vous dire que le paysage n'est pas fou. Il m'arrive d'aller à Paris de temps en temps et je trouve cette ville magnifique. Et donc ce film se déroule à Paris. Déjà ça, rien que ça c'est un détail, hein, mais ça m'a fait déjà kiffer le film. J'aime aussi bien cuisiner, la cuisine je trouve ça super passionnant et le film porte sur la cuisine. Donc ça aussi, ça m'a fait kiffer le film. Et en plus, j'adore les animaux et le film, le personnage principal du film, c'est un animal, c'est un rat. Je pense que c'est clairement un film pour moi. Donc au début du film, on pose les bases sur le fait que Rémi veut devenir un cuisinier alors qu'il a absolument aucune chance vu que c'est un rat d'égout, c'est juste un rat qui vit avec sa famille de rats. Donc Rémi réussit à aller à Paris, réussit à rentrer dans les restaurants et tout. Mais voilà, je pense que le symbole de l'hygiène horrible, c'est le rat. C'est déjà arrivé de retrouver des rats ou des souris dans les cuisines.
et dans ce cas là c'est fermeture du resto. Ils ont bien fait de mettre un rat et pas un chat par exemple. Donc dans ce film tout est drôle, tout est génial, tout est original. La manière dont il va apprendre entre guillemets à cuisiner en trichant grâce à Linguini, j'ai failli oublier son nom. Le méchant du film, désolé, j'ai encore oublié son nom, mais c'est vraiment un gros connard. On a vraiment envie de foutre des petites baffes tout le long du film. Donc voilà, honnêtement, je vous le conseille fortement si vous ne l'avez jamais vu, ce qui ne m'étonnerait pas, car encore une fois, c'est un film que beaucoup de gens n'ont pas vu. On rentre dans la première marche du podium avec le film Le Monde de Nemo. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du film Le Monde de Dory et je vous ai donné 2-3 similitudes qu'il avait avec Le Monde de Nemo. Donc comme pour Le Monde de Dory, c'est un film magnifique. Comme je l'ai dit tantôt, je suis méga passionné par les fonds marins. Comme pour Le Monde de Dory, ils sont en galère tout le long du film, hein. Ils sont en galère, puis ils ne sont plus, puis ils sont en galère, etc. Et en fait, dans les films comme ça, donc dans Le Monde de Dory et dans Le Monde de Nemo, surtout dans Le Monde de Nemo, c'est un petit peu comme dans Cars, ils ont réussi à créer des classes sociales entre les poissons. Donc d'un côté, on a les poissons qui ont la possibilité de vivre dans la mer, et de l'autre, on a des poissons qui vivent dans des aquariums. Ça se voit peut-être pas au premier coup d'œil, mais quand on regarde dans la mer, ce sont des poissons comme Dory, Marin, Nemo qui sont des beaux poissons. Et dans les aquariums, il y a Gill, c'est un petit peu le poisson gangster du film. J'étais juste un petit peu déçu d'un truc dans le film, c'est le fait qu'on nous tease sur l'affiche, dans la bande-annonce et tout, le fait que les requins sont les grands méchants du film, et en fait on les voit vraiment 10 minutes à tout casser. Et quand on regarde, c'est logique, puisque les vrais méchants de ce type de film, les vrais méchants des films sur les animaux, c'est qui encore une fois? C'est les hommes. En deuxième position, ce film a longtemps été mon Pixar préféré, mais après, quand j'ai revu celui qui est mon premier, je me suis dit non, en vrai celui-là il passe devant. Alors Coco, si vous ne l'avez pas vu, sachez que c'est un putain de chef-d'œuvre. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Miguel et qui veut absolument faire de la musique dans sa vie, sauf que sa famille a banni de sa vie la musique. Pourquoi? Parce que l'arrière-grand-mère de Miguel s'est faite tromper par un musicien, et donc Miguel ne peut pas faire de la musique sa vie en fait, malheureusement. Sauf qu'un jour, sans faire exprès, il va se téléporter dans le monde des morts, là où il va rencontrer toutes les personnes qui sont mortes et qui ne sont pas oubliées. Le film déjà est génial car on se rend compte qu'en fait un univers comme ça, ce serait juste trop cool qu'on puisse une dernière fois aller parler à nos proches, à nos parents qui sont décédés malheureusement. Ce qui est bien en fait avec Pixar, c'est que dans la plupart de leurs films, ils créent des concepts, ils créent des univers qui sont logiques et qui sont très originaux. Je parlais tantôt de vice versa, voilà, l'univers émotion, souvenir dans la tête de Riley. Bien là c'est pareil, l'univers des morts, c'est logique. Par exemple, quand tu es oublié, tu quittes cet univers. Et d'ailleurs dans vice versa c'est pareil avec l'imaginaire de Riley. L'univers des morts de Coco, déjà c'est magnifique visuellement, c'est très beau. Voilà, honnêtement, si vous avez l'occasion de le voir un jour dans votre vie, ce film, eh bien faites-le. Peut-être même avec toute la famille, c'est encore mieux. Mais ça ne vaut pas le film qui est pour moi le chef-d'œuvre de l'animation Pixar. Je parle évidemment du film Là-haut. Je pense que vous avez déjà vu au moins une fois dans votre vie le film Là-haut. Si ce n'est pas le cas, c'est une grave erreur et vous devez absolument le faire. Ça raconte l'histoire de Carl Fredricksen qui a malheureusement perdu sa femme. Alors déjà ça fait une force incroyable dans le film. C'est-à-dire que dès le début du film, en fait quand on regarde, le seul moment émouvant dans le film, c'est au tout début. C'est-à-dire qu'on te balance une musique méga triste et on te balance une histoire qu'on te raconte en 2 temps 3 mouvements. Carl qui perd sa femme et qui se retrouve tout seul. Enfin, bref, Carl se souvient donc, après le décès de sa femme, des projets qu'ils avaient ensemble, et un des projets qu'ils avaient ensemble, c'était d'aller vivre aux chutes du paradis. Il va donc entreprendre ce voyage avec, malgré lui, un enfant, un scout qui s'appelle Russell. Et arrivé là-bas, ils vont faire des trouvailles incroyables, ils vont rencontrer des personnages trop marrants. Vous prenez juste le personnage de Carl, c'est un personnage qui est très émouvant, même si au début on a l'impression que c'est juste un gros con. Il veut juste terminer ce qu'il avait commencé avec elle. Puis ce film est devenu mythique, déjà rien qu'avec la maison et les ballons, la maison qui s'envole. D'ailleurs pour l'anecdote, c'est Charles Aznavour qui double Carl Fredricksen en version française et en version québécoise. Charles Aznavour qui est décédé il y a pas très longtemps. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur mon top 10 des films d'animation Pixar. Si votre classement n'est pas le même, ce dont je ne doute absolument pas, n'hésitez pas à me mettre votre classement dans les commentaires. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!